Alors pourquoi ce livre? C'est pour plusieurs raisons. D'abord, pour décrire effectivement ce qui se passe dans ce monde particulier, parce que le monde du combat, c'est un univers particulier, qui a ses lois, y compris ses lois physiques propres. Donc décrire exactement ce qui se passe à l'intérieur de cet espace, de ces bulles de violence, précisément. De montrer que ce n'est pas... Enfin, c'est souvent une boîte noire. Le combat en réalité, hein. C'est quelque chose dans lequel on a un peu de mal à rentrer, c'est une expérience tellement particulière qu'elle est difficile à décrire, d'où des problèmes de méthode, après j'en parlerai si vous voulez, mais donc c'est vraiment une boîte noire qu'on aborde souvent dans l'intérieur, un peu autour. Souvent après, il y a un certain nombre d'écrits sur par exemple sur les traumatismes de guerre, il y a une approche un peu clinique de cette affaire, essayant de montrer que, en gros, effectivement, tout le monde est transformé, mais tout le monde n'est pas brisé par l'expérience du combat. Et donc, cette approche, cette focalisation sur les problèmes, sur les traumatismes, qui est importante, ne reflète pas, en réalité, la totalité du phénomène. Donc, j'ai voulu décrire ce qui se passe à l'intérieur, non pas tellement après, je parle assez peu des conséquences longues de ces expériences. Donc je parle surtout de ce qui se passe avant et finalement de ce qui se passe aussi, enfin ce qui se passe pendant et ce qui se passe aussi avant. Et donc ça c'est un peu le deuxième aspect, c'est comment on se prépare à ça. J'ai une approche très pragmatique des choses, c'est-à-dire voilà, on part de ce qui se fait réellement et à partir de là, comment, en déroulant un peu, comment on arrive à se préparer, à faire en sorte qu'il y ait des individus qui aillent volontairement à l'intérieur de ces zones et qui s'y comportent à peu près correctement, sachant que c'est compliqué. Puis j'avais une autre ambition, c'était aussi de rendre, comment dire, de reconnaître un petit peu des actions d'hommes de Français moyens, on va dire, actuellement, d'hommes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Voilà, des soldats, des sous-officiers qui font des trucs qui témoignent d'un courage extraordinaire, qui font des trucs énormes, des choses qui feraient la une des journaux en temps normal, je dirais, et puis qui en fait sont complètement inconnues du public. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours un peu chiffolé, quoi. C'est-à-dire que on est incapable, le public français est incapable de citer le nom d'un héros de guerre français. Hein. Voilà, si on demande à quelqu'un, voilà, citez-moi le nom d'un militaire, bon, on va peut-être citer le général de Villiers s'il a suivi un peu l'actualité, l'ancien chef d'état-major des armées, général Lecointre, donc les chefs qu'on voit éventuellement. Mais après, citez-moi le nom d'un super combattant, de quelqu'un qui est vraiment d'un héros. Il n'y en a pas. Alors qu'en réalité, ils existent. Donc c'était aussi un peu mon ambition, quoi. Après, toute la difficulté que j'avais, c'est comment décrire quelque chose qui est assez difficilement descriptible, justement. Alors j'utilise souvent cette métaphore, mais la mort, c'est comme un objet à très forte gravité. En physique, vous prenez un trou noir, voire une étoile, un objet énorme, quand on s'en approche, ça déforme complètement la physique. Le temps, l'espace, ne se découle pas, voilà, on sort des lois habituelles de la physique, tout se déforme. Bon. Ben là c'est pareil, quand vous approchez de la mort, vous rentrez dans un champ, dans un domaine où tout se transforme. Les individus, en premier, se transforment physiquement, pour tout un tas de phénomènes, mais se transforment, ne sont plus les mêmes. On ne voit plus les choses de la même façon, le temps ne s'écoule plus de la même façon, tout change. Voilà. Et donc, comment décrire des gens qui sont, pour reprendre l'expression de Nicolas Taleb, dans le Normalistan, dans le pays normal, ce qui se passe dans l'Extrémistan, dans ce pays, cette zone extrême. Et donc, j'étais tout en essayant de faire un travail rigoureux, scientifique, de faire appel souvent à la métaphore et essayer de faire percevoir les choses autant que de les faire comprendre. Et pour cela, voilà, donc j'ai essayé de faire appel, c'est pour ça que j'ai fait un effort aussi un peu sur le style, sur faire appel aux émotions,
pour essayer voilà, d'appréhender le moins mal possible ce monde extrêmement complexe. Les armées sont des organisations, des grandes organisations, sont les grandes entreprises en réalité, les plus grandes, les premières grandes entreprises géantes, parfois plusieurs centaines de milliers d'individus, ce sont les armées par définition. Et puis ensuite, donc il faut gérer quand même tout ça, d'un point de vue gestion de ressources humaines, ressources matérielles, il faut nourrir, il faut organiser, planifier, tout ça c'est la base, mais en plus c'est une destination particulière qui est celle du combat. Et donc on peut se dire que voilà, appuyé par une pratique plusieurs fois millénaire, que les armées ont appris à fabriquer, à modeler des individus, des groupes, des unités capables d'affronter l'extrême. C'est ça le point ultime, ce pourquoi une armée est faite, c'est pour le combat. Bon, et à partir de là, tout se déroule derrière. Et donc le combat, c'est quelque chose d'extrême. Et notre idée, c'est d'arriver à produire, encore une fois, des individus, à partir d'individus ordinaires, d'en faire des individus capables de faire des choses extraordinaires. Parce que le milieu du combat, c'est extraordinaire. Bon. Voilà, de le faire à petit échelon, et puis de le faire aussi à grande échelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les deux niveaux à prendre en compte, avec des enjeux qui sont des enjeux très importants, qui sont des enjeux vitaux pour les individus eux-mêmes qui sont engagés, mais parfois aussi pour des nations entières. Vous perdez une bataille, c'est la France qui est envahie en 1940. Bon. Et donc voilà, c'est en termes d'organisation, les armées, ce sont elles qui ont inventé en réalité le management ou la gestion moderne. Quand vous regardez les planches, vous avez des dessins, le XVIIe siècle, c'est l'époque de la première révolution scientifique, on organise les choses et on essaie de scientifiser, non ça marche pas, de rationaliser complètement par exemple le combat. On mécanise les individus. Vous avez des planches, des jolis dessins où on voit tous les gestes à faire pour utiliser une arquebuse. Ou un mousquet plutôt à l'époque. Et donc vous avez toute une série de gestes et tout est découpé de façon à ce que ça aille le plus vite possible, que ça s'enchaîne de manière la plus rapide possible. Bon, c'est du Taylor, c'est du découpage de gestes 3 siècles avant Taylor, quoi, exactement. Quand vous avez des unités de combat, c'est des unités qui sont interdépendantes, ce sont des grosses machines, voilà, où le rôle de chacun est bien organisé. Les navires de guerre, les premiers grands navires de guerre, ce sont, voilà, aussi, c'est une entreprise de plusieurs centaines d'individus, dont chacun a un rôle bien précis, qui est une grosse machine sur l'eau, quoi, une grosse organisation sur l'eau. Et puis, donc il y a le côté gestion des ressources, le côté planification, tout ça, la planification, l'organisation, ça se met en place, les états-majors, notion d'état-major, d'avoir une première technostructure, ça se met en place fin 18e siècle, début 19e par exemple. L'idée de planifier les choses. Actuellement, une armée, c'est dans les normes qui sont en vigueur, par exemple dans l'armée française, en 48 heures, en 48 heures, vous êtes capable de planifier une opération pour 40 000 hommes. Vous décidez à un moment donné, 48 heures plus tard, vous avez 40 000 hommes qui sont engagés, qui savent tout ce qu'ils ont à faire. Donc c'est tout un ensemble de pratiques qui ont été mis en place. Et puis même, à partir du 19e siècle, c'est l'époque où les choses changent. C'est-à-dire que il y a tellement de changements, tellement d'innovations, parfois plus rapides qu'à l'époque actuelle, notamment à la fin du siècle, on s'aperçoit pour la première fois qu'on ne fait plus la même carrière avec les mêmes équipements, les mêmes hommes, dans la même société, tout change. Et donc il faut se remettre en question, etc. Et puis surtout, il faut commencer à gérer ce changement, l'anticiper, l'organiser. Et vous avez une structure qui s'appelle, c'est le grand état-major prussien, c'est la première technostructure véritablement moderne, qui s'organise en bureau. Vous avez un bureau des gestion des ressources humaines, un bureau du renseignement qui étudie l'ennemi, qui étudie les pays extérieurs, etc. Vous avez un bureau
des opérations, proprement dit, qui gèrent les mouvements des forces et puis les combats. Et puis vous avez un bureau de logistique qui se met en place. Tout ça, ça se met en place au 19e siècle. Et ce sont ces gens-là qui sont chargés de planifier la mobilisation. Et tout ça, c'est des choses énormes. Hein. On travaille sur des centaines de milliers d'individus à réunir, équiper, nourrir, entraîner. C'est un terme de gestion, c'est absolument énorme. Et en plus, en tenant compte du changement, de l'armement qui change, etc. Enfin bon. Et donc tout ça se met en place à cette époque. Donc les armées sont des grandes organisations qui fonctionnent très bien. Moi, j'ai fait mon travail de thèse sur la manière dont l'armée française avait évolué pendant la Première Guerre mondiale. Jamais une organisation française, c'est une organisation de 4 millions d'individus, ne s'est transformée aussi vite. En 4 ans, vous avez une transformation radicale de l'armée française. Prenez un sergent en 1918, un sous-officier en 1918, vous le transposez aujourd'hui dans un régiment d'infanterie, il se débrouille assez vite. Vous le transposez 4 ans plus tôt, il est complètement perdu. Il ne comprend plus. Parce qu'il y a une transformation radicale. Et cette transformation radicale, qui va peut-être un peu à l'encontre des idées préconçues, c'est parce qu'on a une armée extrêmement intelligente, où l'information circule très vite, où l'innovation est parfaitement gérée, qui capte les innovations civiles, qui a des liens avec l'industrie, enfin qui maintient à l'intérieur des débats internes, enfin c'est remarquablement intelligent. Et encore une fois, c'est une organisation de plusieurs millions d'individus. Qui est prise en compte, qu'il faut accessoirement aussi, il faut gérer, il faut nourrir, etc. Et donc voilà, ce sont des grandes organisations qui fonctionnent, et globalement qui fonctionnent bien. Alors il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre aussi des organisations civiles, des entreprises civiles, mais encore une fois, il faut se rappeler, les armées, ce sont des structures qui sont capables d'amener des individus aller volontairement dans des zones de combat, dans des zones extrêmes, et à se comporter à peu près correctement. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, voilà, je pense qu'il faut s'intéresser à ceux qui sont capables de faire ça. Oui, alors tuer, en réalité, c'est la vraie spécificité du soldat. Prendre des risques. D'autres le font aussi, hein, les pompiers, les policiers, plein de corps de métier où on prend des risques, mais c'est le seul où on a la possibilité, le droit, dans certaines conditions bien sûr, bien précises, le droit de tuer. D'accord, c'est comme James Bond. Bon, maintenant, voilà, tuer, c'est pas non plus naturel. Même si, encore une fois, on a une toute petite catégorie d'individus qui sont insensibles au fait de tuer, peut-être 2% des hommes, d'après les statistiques, qui sont touchés par ça, et 1% des femmes, au passage, pourquoi bon. Mais dans l'immense majorité, c'est pas quelque chose de naturel. Bon. C'est quelque chose évidemment qui répugne. Et donc, dans la formation, là aussi, il faut parvenir à surmonter cette réticence. Bon. D'ailleurs, ça fait assez débat. Ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple que les Américains insistent beaucoup sur cette notion. Voilà, surmonter la réticence à tuer. En France, beaucoup moins. En France, on va beaucoup plus insister, par exemple, sur la notion de sacrifice. Alors, il y a des contextes culturels qui sont peut-être différents. D'un côté, il y a un contexte catholique qui insiste peut-être plus, vieux fond catholique qui insiste beaucoup plus sur cette notion de sacrificielle. Notion de sacrifice, voilà, est inscrite dans le Code de la Défense. C'est dans l'article 1er. Voilà, le soldat doit exécuter la mission jusqu'au sacrifice, jusqu'à l'éventuel sacrifice de sa vie. Donc, mais en revanche, il n'est jamais question de tuer, par exemple. En revanche, les Américains se posent beaucoup de questions là-dessus. Donc mais voilà, c'est un vrai problème. Et là, effectivement, on s'aperçoit que il y a des contextes qui peuvent être différents. C'est-à-dire qu'il y a une tendance très naturelle à se distancier de l'ennemi. D'abord pour se distancier du danger,
On écarte l'ennemi qui est d'abord un danger. C'est pour ça qu'on va utiliser des lances pour combattre les cavaliers, qu'on va utiliser plutôt les armes à feu. Enfin bon, tendance à mettre à distance avec l'ennemi, donc c'est pour se préserver soi, mais c'est aussi pour faciliter la mort, le fait de tuer. C'est-à-dire que très concrètement, il est beaucoup plus facile de tuer. Plus on est loin, plus c'est facile. Et il y a une répugnance très forte, en réalité, au corps à corps. Le corps à corps est un phénomène excessivement rare dans l'histoire de l'humanité. C'est celui qu'on va mettre en avant, pour des tas de raisons, y compris des raisons visuelles, hein, sur un tableau, sur un truc comme ça, ils vont montrer les corps à corps. En réalité, c'est un phénomène extrêmement rare. Même dans les batailles antiques, vous avez souvent des masses qui s'affrontent. On a montré par exemple que dans les batailles antiques, la plupart des morts survenaient alors que la bataille était déjà décidée. En fait, beaucoup de morts étaient frappés dans le dos. Et c'est Ardent du Pic c'est le premier à avoir analysé le combat de manière scientifique. Montrer que par exemple, en réalité, les batailles antiques c'était des chocs de groupes, hein, et ça se terminait presque toujours par la fuite d'un des camps. Et cette fuite commençait toujours par l'arrière, c'est-à-dire par les gens qui ne combattaient pas, qui sont derrière, qui voient les choses, parce qu'ils ne sont pas dans l'action, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'agir, de faire quelque chose, d'avoir une prise sur l'événement, ils ne font que subir ce qui se passe, donc en réalité ils sont soumis à un stress peut-être plus important que ceux qui combattent en première ligne, et ce sont eux qui vont peut-être à un moment dire voilà, on va s'enfuir, et ça tourne mal, je peux plus, certains vont commencer à partir, puis ça se termine en panique, et c'est comme ça que la bataille se termine, et ça se termine en fuite avec un massacre des gens qui sont en train de fuir. C'est pour ça que les Romains, dans leur grande sagesse, dans les légions romaines, mettaient les plus anciens derrière. Dans les légions, donc les plus solides, les plus anciens, les mettaient derrière. Vous avez compris. Tous les Romains sont les premiers à avoir organisé complètement leur armée en fonction des critères psychologiques de ces phénomènes. Et donc, voilà, il y a une répugnance au corps à corps. Pendant la Première Guerre mondiale, on parle beaucoup de combats à la baïonnette, etc. En fait, il n'y en a quasiment pas. Faites les statistiques, combat de tranchées, personne ne se touche. Et vous regardez les statistiques, pertes par arme blanche, zéro. On ne se touche pas. On se combat forcément à distance. Alors ça peut pas être paradoxal, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on met en avant. Mais on le met en avant aussi pour l'exalter, pour mettre en avant, pour pousser à... c'est ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose de paradoxal. C'est-à-dire que ce combat rapproché, on va l'héroïser, parce que c'est le plus dur en fait. C'est le plus grand courage, c'est celui qui va aller au combat. Et accessoirement, c'est ça c'est ce choc qui va apporter souvent la décision. Donc il faut qu'il y ait des soldats qui aillent au choc, qui aillent vraiment ce combat rapproché, et on les met en avant. Bon. Et encore une fois, dans les faits, le combat rapproché, ça se termine souvent par la fuite d'un des camps, en réalité. Hein. Mais voilà, il y a une répugnance. Il y a une répugnance à toucher l'adversaire, une répugnance quasi animale, à aller au contact, il y a une répugnance à le tuer à l'arme blanche, à le perforer. Même pendant la Première Guerre mondiale, j'ai lu des histoires des gens qui disaient, voilà, des corps francs par exemple, on disait, voilà, on nous a distribué des couteaux de tranchée, et personne, ça n'a jamais servi. On les a utilisés pour ouvrir des boîtes de conserve, certains les ont jetés, mais jamais personne s'en est servi. Vous avez d'autres manuels où vous voyez, il n'y a même pas d'armes blanches qui sont situées dans les listes des équipements. Ça répugne. En revanche, voilà, la mise à distance, encore une fois, plus on met à distance, plus c'est facile, jusqu'à abstraire complètement ça aussi. C'est-à-dire quand votre ennemi n'est plus un individu que vous voyez en chair et en os, mais devient de plus en plus une abstraction, c'est plus facile. C'est plus facile. Et ça passe par effectivement la mise en distance physique. Donc vous allez tirer de loin, vous allez tirer sans voir. L'immense majorité des gens qui sont touchés dans un combat sont vus par personne en réalité. C'est souvent un peu de hasard, hein, c'est de la mitraille, hein, et on ne voit pas beaucoup de gens en réalité.
Et donc, on va tirer de loin, on va utiliser des armes de loin, de l'artillerie. Les artilleurs, ils tirent, ils ne voient pas qui ils tuent en réalité. Première Guerre mondiale, 60% des gens qui sont tués ou blessés sont tués par des obus, hein, donc ils ne se voient pas. C'est une guerre de fantômes, hein, des gens qui ne se voient pas. Et puis même les pilotes de chasse, le général Danalus, qui était chef d'état-major de l'armée de l'air israélienne, qui était avant pilote de chasse, on lui demandait, voilà, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous larguez une bombe sur Gaza? Il répondait, je sens un soubresaut au moment où la bombe se décroche. Et puis ça passe. Voilà, là on est dans l'abstraction, on est dans la mise à distance. Vous connaissez les expériences de Milgram sur l'obéissance. On voit bien, là aussi, il montrait bien que c'était beaucoup plus facile d'injecter de l'électricité ou de la fausse électricité aux faux cobayes lorsqu'on était de loin, que lorsqu'il faut s'approcher, remettre en place les électrodes, et c'est pas du tout la même chose. Et puis vous avez une deuxième forme de distanciation, qui est une distanciation, j'allais dire culturelle, c'est-à-dire que vous allez présenter l'ennemi, lui nier un statut d'humain. Donc vous allez le parer des pires attributs, ça devient un monstre absolu, ça devient le mal, un instrument du mal, et donc là c'est une manière culturelle de faciliter en fait la mort, le fait de tuer, parce que voilà, vous ne tuez plus un être humain, vous tuez quelque chose qui a été réifié, quoi, un animal ou une chose, enfin qui n'est plus un être humain. Donc là c'est plus facile. Donc il y a cette idée, voilà, de diaboliser, de transformer l'individu. Parce que, encore une fois, il faut surmonter cette répugnance. C'est un mélange, encore une fois, hein, c'est la répugnance à être tué, à prendre des risques, et puis la répugnance aussi à tuer sans qu'on sache trop, encore une fois, quelle est la part de l'un ou de l'autre dans les actes, mais qui font que, au total, encore une fois, on est dans un contexte de très faible rendement global. Une statistique, par exemple, sur la bataille de Gettysburg pendant la guerre de sécession, où on s'est aperçu qu'en récupérant les fusils des confédérés sur le champ de bataille qui avaient été tués, on s'est aperçu que certains, alors c'est des fusils anciens à silex, il fallait armer par le canon, s'apercevait que certains ne faisaient que passer leur temps armés, quoi. La plupart tiraient en l'air et passaient leur temps armés. Certains avaient plusieurs cartouches à l'intérieur du fusil, qui ne pouvaient absolument pas tirer, mais voilà, il faisait quelque chose sans avoir il faisait semblant de combattre, en réalité. Et ça, oui, c'est l'immense majorité des soldats au combat ne tuent personne. J'avais calculé que pendant la Première Guerre mondiale, il y avait un poilu, un fantassin français sur 7 ou 8 qui avait tué un Allemand, quoi. Les autres, non, qui avaient tué ou blessé un Allemand. Les autres étaient là. Et encore, celui qui l'avait tué, il n'avait peut-être pas vu, hein, ce qui était souvent le cas, quoi. La plupart du temps, ils arrivaient dans la tranche adverse, soit il n'y avait plus personne, soit il n'y avait que des prisonniers à faire, et inversement. Donc voilà, alors tout ça contredit certaines imageries. Tout ça, c'est pas forcément très photogénique ou très cinégénique, hein. Forcément, combat, c'est un combat de fantômes, hein, entre gens qui s'aperçoivent, qui se tirent dessus. On tire plutôt dans des zones plutôt que sur des individus précis. On tire pour se déstresser, par exemple. Moi, j'ai fait une mission à Sarajevo au début. On se fait tirer dessus. On savait jamais si on était sur la même visée. C'était très compliqué. On tirait à peu près dans la zone où on estimait que le tir venait. On faisait un tir de riposte. Et puis après, ce qu'on ne voit jamais dans les films, c'est qu'il faut nettoyer son arme aussi. Ça prend du temps, c'est pénible, et donc au bout d'un certain temps, on ne tirait plus. On ne tirait plus du tout. C'est-à-dire que cet aspect même déstressant, il faut du fait d'ouvrir le feu,
disparaissait avec l'habitude. Voilà, on baissait la tête, on attendait que ça passe. Si on voyait rien, puis voilà, puis ça passait comme ça, quoi.